tous, merci Olivier et bienvenue dans ce webinaire qui va aborder le rôle social des structures d'accompagnement à l'auto-création d'emplois. En effet, si la création d'entreprises génère de la valeur économique, les structures d'accompagnement sont des services à destination de porteurs de projets qui, comme vous et moi, cherchent à s'épanouir professionnellement, bifurquent dans leur parcours professionnel donc, empruntent de nouvelles voies avec toute l'incertitude que ça peut éventuellement générer, et notamment dans ce contexte de crise, on sait ce que c'est l'incertitude. Alors, comme l'a dit notre ministre Christy Moréal, la focale sociale est un des 4 axes prioritaires du plan Get Up Wallonia, ce plan qui entend permettre à la Wallonie de dépasser la crise et de procurer à ses citoyens des conditions de vie épanouissantes et du pouvoir d'achat. Pour entamer ce webinaire, nous allons tout d'abord aborder la notion d'impact social, donc un éclairage théorique apporté par Sibylle Mertens, qui est professeure au HEC, qui est directrice du Centre d'économie sociale de l'Université de Liège. Elle va nous expliquer en quoi cette notion qui a émergé ces dernières années est importante et fait partie intégrante du contrat passé entre l'État et des opérateurs privés qui, comme les SAS, bénéficient de subventions pour réaliser leur mission. Nous entendrons ensuite une intervention de Carole Kupens du Forum. Elle est chargée de relations opérateurs au Forum, un partenaire important de Starter Wallonia. Elle va nous brosser un panorama du marché de l'emploi, nous expliquer les freins et les incitants à l'autocréation d'emplois, et également aborder l'impact de la crise sur l'entrepreneuriat. Suite à cela, nous donnerons la parole à 2 actrices de terrain, Marie Ledan, directrice accompagnement chez Credal, et Delphine Stevens, directrice de Step Entreprendre. Elles nous feront part du rôle social abordé au quotidien par les SAS, de leur constat de terrain, également nous expliquer en quoi les SAS sont de réels vecteurs d'émancipation. Cette partie sera également étayée par un témoignage, celui de Vanessa Petre, qui est donc passée par un des opérateurs Starter Wallonia pour ouvrir son salon de coiffure en province du Luxembourg. Elle va nous expliquer son parcours sous un angle humain. Alors, 2 outils Zoom pour interagir avec nous. Le chat, là vous pouvez vous y présenter, et la fonction QR, donc vous trouvez tout ça dans la barre d'outils, la fonction QR qui vous permet de poser vos questions. En coulisses, je suis assisté de David qui va suivre tout ça, va relayer les questions, parfois vous répondre directement. Si une question a vraiment de la pertinence et de l'importance pour vous, pour plusieurs personnes, vous pouvez la liker, son score va remonter. Voilà, et nous aborderons également ces questions en fin de webinaire avec nos différentes intervenantes. Je vous souhaite un bon webinaire social et cède la parole à Sibylle. Merci Grégory, vraiment ravie d'être avec vous ce matin pour discuter de cette question qui est vraiment importante, hein, qui est la question de l'impact social, parce que en gros, ce qu'on peut dire, c'est que on est face à un dispositif que la ministre trouve passionnant, hein, elle dit qu'elle y croit. C'est un dispositif qui révèle une ambition importante, un pari important. Et je pense que du coup, il faut se poser la question ce matin, la question qui est en fait double, derrière la question qu'on peut se poser de savoir si les SAS font bien leur boulot. J'aimerais bien le faire en 2 questions avec vous ce matin. Un premier temps où on pourrait dire pourquoi c'est important de se poser cette question, et puis un deuxième temps où on pourrait réfléchir à comment procéder pour trouver la réponse à cette question de savoir si les SAS font vraiment bien leur travail. Alors, je voudrais arriver à la première question, qui est la question du pourquoi. Donc, c'est cette première diapositive. Je fais une petite coordination avec ma collègue Delphine qui passe le PowerPoint, donc vous m'entendrez de temps en temps dire qu'on peut passer à la suivante, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, la première question que nous devons nous poser, c'est au fond, pourquoi est-ce qu'il faudrait évaluer l'impact social ou évaluer la performance de ces structures? Parce que les SAS, vous l'avez entendu, sont financés par les pouvoirs publics, hein, notamment par la région Wallonne et le Fonds social européen. Et si ce financement, on peut dire qu'il est justifié a priori, justifié parce qu'on a des organisations ici qui vont
lutter contre l'exclusion en offrant de l'accompagnement gratuitement ou quasi gratuitement. Donc, il faut bien trouver une autre manière de financer, mais surtout parce que quand elles réussissent à le faire, c'est-à-dire qu'elles permettent à des personnes de développer leur propre emploi, en gros, c'est une activité qui va avoir des effets positifs à la fois sur les personnes et sur la collectivité, sur nous tous. Nous tous bénéficions du fait que des personnes quittent une situation d'exclusion, par exemple de chômage, pour aller vers une situation d'auto-emploi. C'est très bon pour la société et à ce titre-là, un financement public est justifié. Mais comme pour tout financement public, en général, cela va avec la possibilité de démontrer qu'on utilise bien les moyens publics, qu'on le fait de manière correcte, honnête, mais aussi qu'on atteint des résultats. Et quand vous regardez le cadre qui encadre précisément l'action des SAS, c'est-à-dire le décret, mais on sent qu'il y a une espèce de deal, de contrat qui est passé entre les pouvoirs publics et les organisations, parce que les pouvoirs publics disent nous comptons sur vous, sur votre initiative qui est originale, sur ce cadre particulièrement intéressant, pour permettre cet accompagnement en limitant les risques vers l'autocréation d'emplois, ce qui donc va justifier de la part des SAS qui sont financés une pratique de reporting, on rend des comptes, on a à rendre des comptes sur les financements publics qui nous sont apportés et on le fait en général en montrant qu'on a bien dépensé l'argent, mais on peut sans doute aller plus loin et ça va être l'objet de notre discussion d'aujourd'hui en démontrant ce à quoi on arrive. Et deuxièmement, il est sain aussi pour un pouvoir public subsidiant de s'auto-évaluer, c'est-à-dire d'évaluer sa politique publique, et la ministre en a parlé tout à l'heure en disant ce dispositif on y croit, mais on doit peut-être encore un peu l'améliorer, le rendre plus accessible à d'autres personnes. Ça veut dire qu'on est à la croisée entre une évaluation par les propres structures financées, puis une évaluation par le financeur de sa propre action de financement ici. Et donc je pense que ça c'est la première grosse raison, c'est-à-dire on doit évaluer parce qu'on est financé par la collectivité et à ce titre-là, on doit rendre des comptes. Alors on peut passer à la slide suivante parce qu'il y a une deuxième raison qui nous pousse aujourd'hui à penser, à réfléchir en termes d'impact social, c'est parce que les SAS sont des organisations qui évoluent dans un contexte. Ce contexte lui-même connaît des grosses évolutions qui vont mettre la pression sur les SAS pour s'auto-évaluer. Première évolution avec laquelle il faut compter, c'est qu'on voit apparaître maintenant depuis à peu près 10 ans dans le paysage du financement des actions de type social ou avec une volonté d'impact social, avec un objectif social, on voit arriver des nouveaux acteurs de la finance privée qui s'intéressent au champ du social, pour faire court, et qui s'y intéressent avec le réflexe de financeurs privés. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on va venir soutenir votre organisation par des dons ou par des prises de participation, avec une attente parfois de rendement financier, mais toujours une attente de rendement social, comme ils les appellent. C'est ce qu'on appelle l'impact investing ou la venture philanthropie. Ça se développe vraiment très fort. C'est vraiment l'idée d'avoir ce monde de la finance qui arrive dans le social et qui utilise ces méthodes et dit moi je veux du rendement, pas nécessairement financier, mais du rendement social. Donc ça c'est une évolution vraiment importante qui met sous pression les organisations financées. Deuxième évolution importante, c'est que le champ de l'intérêt général ou du social, vous le savez mieux que moi, est aujourd'hui envahi par des structures dont l'objectif n'est pas social, des structures qui sont des entreprises classiques, que moi j'appellerais capitalistes, qui vont venir faire de la concurrence à des organisations associatives ou coopératives qu'on mettra sous le chapeau de l'économie sociale, en faisant le même genre de métier, en allant chercher des financements publics et en essayant simplement d'avoir une activité rentable en faisant ça. Par exemple, le secteur des titres-services, c'est un très beau champ où on voit cette concurrence entre des opérateurs qui vont plutôt viser l'insertion de la personne, l'accompagnement, puis des opérateurs qui simplement proposent des services d'aide à domicile avec le même financement. Et donc, il y a une concurrence pour les structures associatives ou coopératives. Elles sont dans un champ en concurrence pour aller chercher du financement public. Ce n'est pas le cas des SAS aujourd'hui, ça pourrait le devenir demain. Et donc, il faut pouvoir aussi utiliser cette question d'évaluation pour défendre son modèle. Et la troisième raison, c'est que l'État, en fait, emboîte cette démarche. On sent que l'État d'un État qui était protecteur, on trouve maintenant aujourd'hui plutôt des traces d'un État qui devient investisseur social et qui, comme le secteur privé, va au nom d'une bonne gestion attendre la démonstration que l'allocation des moyens publics
par lequel il mène son action est une allocation qui va être optimale, qui va aller vers ceux qui font le mieux leur travail. Et donc, je pense que ces trois éléments nous amènent à réellement emboîter dans cette question d'impact. Alors, le slide suivant résume le propos et nous dit, finalement, pour une SAS, évaluer son impact, c'est poursuivre un double objectif, à la fois un objectif de démonstration externe, hein, on va montrer qu'on a un modèle légitime, que le dispositif que nous utilisons, c'est un bon dispositif qui amène des bons résultats, ce qui va nous permettre, donc de défendre l'idée de c'est important que ça reste au sein d'ASBL, voire éventuellement de formes coopératives. Deux, dans la démonstration externe, ça nous permet de sécuriser notre accès aux ressources. Montrer qu'on fait bien notre boulot, c'est aussi assurer que les financements publics vont continuer à arriver. Mais il y a aussi un rôle, je pense, à l'évaluation d'impact, un rôle très important qui est le rôle de pilotage interne, c'est-à-dire pouvoir avoir des outils qui nous permettent de dire est-ce qu'on fait bien notre action, est-ce qu'on n'a pas à s'inspirer d'autres dont on peut aussi observer les résultats en termes d'impact social pour essayer de faire mieux, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de cette évaluation, avoir un dialogue avec les autres SAS au sein d'une coupole ou un dialogue avec nos financeurs. Donc il y a aussi un objet interne à cette évaluation d'impact. Alors on peut, à partir de ce pourquoi, passer sur le comment et se dire, ok, c'est bon, il faut sans doute avoir des outils pour évaluer notre performance. Or, évidemment, c'est plus complexe dans une organisation dont l'objectif est social que dans une organisation dont l'objectif est purement économique, où là, on va simplement regarder quel est le rendement financier pour l'actionnaire ou quelle est l'évolution de notre chiffre d'affaires. Les indicateurs sont assez clairs quand le projet n'est qu'économique. Quand le projet est social, on cherche au fond à essayer de réussir notre pari. Notre pari, on l'a suffisamment dit, c'est proposer un accompagnement, un test en situation réelle à des gens qui ont des idées et qui voudraient bien, à partir de là, créer leur propre emploi. Et on sait que ça va avoir des effets sur eux-mêmes, mais aussi des effets sur la collectivité. Donc, évaluer l'impact, en gros, c'est essayer de trouver des indicateurs qui montrent les effets de l'action des SAS sur les personnes visées, les bénéficiaires, les personnes qui sont accompagnées, mais aussi sur la société dans son ensemble. Et généralement, on va utiliser ce petit schéma que vous voyez à l'écran, qui est ce qu'on appelle une chaîne d'effets, sur laquelle s'appuie ce qu'on appelle aussi la théorie du changement, à savoir partant de différents besoins de la société, l'organisation se donne des missions, elle va mettre des moyens en œuvre, ça lui permet de réaliser des activités, l'activité d'accompagnement et de test à la création. Et au fond, cette organisation, elle va pouvoir dire, voilà ce que j'ai fait, ce sont mes réalisations, et voilà les effets que cela a eu, ce sont mes résultats ou mes impacts. On parle d'impact, c'est un peu technique, mais quand on peut observer des effets que l'organisation peut s'attribuer, c'est-à-dire elle sait que c'est grâce à elle que ces effets-là sont observés chez les bénéficiaires ou sur la collectivité dans son ensemble. Donc c'est cette chaîne qu'il va falloir documenter et on va donc devoir mettre en œuvre des indicateurs parce qu'en fait cette chaîne-là, vous voyez qu'elle est assez complexe. On part d'une situation difficile sur le marché du travail, et je pense que la prochaine intervenante va parler de cela, à un pari sur comment on mène nos activités, et là c'est Delphine Stevens et Marie Ledan qui le feront, au fond, qu'est-ce qu'on peut alors dire de à quoi on arrive? Et à quoi on arrive, et là c'est le slide suivant, c'est à la fois des indicateurs de mise en œuvre, c'est-à-dire voilà ce qu'on a réellement fait. Et là, je vous ai listé les indicateurs qui paraissent un peu naturels quand on observe l'action des SAS. C'est le nombre de personnes ou de projets que la SAS a rencontrés, puis qu'elle a accepté et puis conseillé. Donc, ce n'est pas la même chose, mais il y a une action qui est déjà faite à la rencontre parce qu'il y a des gens dont il faut peut-être décourager le projet parce qu'ils vont perdre leur temps et que peut-être ils seront mieux dans d'autres trajectoires personnelles. Puis il y a les gens qu'on va accepter et qu'on va conseiller. Puis il y a les gens à qui on va permettre de tester leur activité, on va les mettre en contact avec des organisations de microcrédit, on va peut-être les conseiller en post-création. Donc tout ça, c'est ce que la SAS fait. Et c'est déjà très important de pouvoir documenter ça parce que c'est la démonstration que l'argent sert à quelque chose. Mais évidemment, il faut aller plus loin parce que ça ne suffit pas de faire, il faut qu'on fasse avec des résultats, il faut qu'on gagne le pari qu'on a annoncé à nos financeurs publics et aux porteurs de projets eux-mêmes. Et donc, on est avec des indicateurs de type qu'est-ce que ça permet comme création, auto-création d'emplois, donc création d'emplois indépendants, éventuellement, qu'est-ce que ça permet comme débouché vers de l'emploi salarié.
il ne faut pas sous-estimer non plus les possibilités de réorientation, hein. Évidemment, les pourcentages d'abandon, ça vient un peu en débit, évidemment, de l'action, le nombre de créations d'entreprises avec les possibilités de créer de l'emploi pour d'autres, et puis des indicateurs dans la durée, c'est-à-dire est-ce que les créations d'emplois, les créations d'entreprises sont pérennes? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'emploi ou de l'autocréation à 3 ans, à 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la satisfaction des personnes qu'on a accompagnées, puisque c'est important aussi de savoir si ces personnes ont bien vécu le processus et si aujourd'hui, au-delà de l'emploi, il y a peut-être d'autres bénéfices dans leur vie qui peuvent se sentir. Et puis, quel est l'impact sur la collectivité? Alors ça, c'est une question difficile à traiter, mais au minimum, on peut, en tant que pouvoir public, par exemple, être intéressé à se dire, mais au fond, toutes ces personnes qui avant étaient en situation de demande d'emploi et qui, après ce dispositif, ont créé leur propre emploi, mais forcément, ça va avoir un impact sur les dépenses des pouvoirs publics, hein, en termes d'allocation de chômage ou allocation d'insertion, mais aussi, ça pourrait avoir un impact sur les prochaines recettes fiscales. Une entreprise qui se crée, c'est des rentrées fiscales aussi. Et donc, c'est important de pouvoir documenter ça, puisque c'est un peu les indicateurs qui, même s'ils sont imparfaits et limités, nous disent que la SAS a réussi ou non son pari. Suivre ces indicateurs sur une période longue, c'est aussi voir si on progresse dans cela. C'est aussi pouvoir se donner la chance de se remettre en cause si les indicateurs ne donnent pas les résultats attendus. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans notre méthode. On va passer au dernier slide. Donc moi, j'ai repris les éléments qui sont à ma disposition. Je vois voilà, que depuis le lancement des SAS, il y a à peu près 20 ans, plus de 20 000 demandeurs d'emploi accompagnés, un taux de sortie vers l'emploi qui est vraiment remarquable, hein, qui est au-delà d'une personne sur deux, avec des scores différents sur l'emploi indépendant et l'emploi salarié. La ministre l'a dit, hein, plus de 500 créations d'entreprises en 2019, un taux de survie vraiment intéressant puisqu'il est plus gros que quand les indépendants ne sont pas accompagnés à la création, taux de survie aussi qui se maintient de manière significative à 5 ans. On peut aller plus loin dans ces indicateurs, mais ces indicateurs sont déjà là et peuvent déjà témoigner du succès de la formule. Et donc, je pense maintenant qu'on va pouvoir passer à d'autres éclairages sur cette question de l'impact social. Moi, je voulais ici simplement vous dresser le topo et vous convaincre, si ce n'était pas encore fait, que cette question d'évaluation, ce n'est pas juste une question de contrôle, c'est une question aussi de démonstration d'un pari que l'on gagne au quotidien et qui permet du coup d'assurer pour l'avenir la pérennité du dispositif, mais aussi sa légitimité au sein de l'économie sociale. Merci de votre attention et puis je suis très heureuse d'écouter mes collègues parler aujourd'hui de leur expérience. Structures d'économie sociale, des ASBL, adossées parfois à des coopératives d'activité, et donc elles proposent une plus-value en termes de valeur. L'occasion de rappeler aussi qu'ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a un centre de recherche universitaire à la pointe. Ceci étant dit, je cède la parole à Carole Cupens, qui a enregistré une intervention animée et qui vous dresse donc un panorama du marché de l'emploi. Elle représente le Forum. d'emploi appelée SAS. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour cette invitation, mais aussi mes collègues du siège central du service veille, analyse et prospective du marché de l'emploi qui ont pu me fournir toutes les données présentées aujourd'hui. Nous allons parcourir les différents thèmes suivants. Je vous partage mon écran. C'est parti. L'entrepreneuriat en Wallonie, les créations d'activités, les motivations et profils des candidats, les freins à mesures visant à stimuler et soutenir l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat organisé en collaboration avec le Forum et ses partenaires, ainsi que les effets de la crise sanitaire sur la création d'activités. Le premier thème concerne l'entrepreneuriat en Wallonie. Selon les dernières données INASTI disponibles, la Wallonie comptait plus de 310 000 indépendants actifs au dernier trimestre 2019, soit un peu moins de 30% des indépendants du pays. Si l'on se penche quelques instants sur ce graphique
qui nous propose une répartition de la proportion d'indépendants à titre principal, complémentaire ou actif après la pension dans les 3 régions du pays, on peut voir qu'environ 60% des indépendants wallons exercent leur activité à titre principal. La Wallonie est la région du pays qui regroupe la plus forte proportion d'indépendants exerçant l'activité complémentaire et actifs après la pension. Depuis 2016, on observe une hausse globale de 7% du nombre d'indépendants en Wallonie, plus marquée chez les indépendants actifs après l'âge de la pension et les indépendants à titre complémentaire, contre une croissance de 2% pour les indépendants à titre principal. Ce tableau nous indique que les professions libérales représentent le premier secteur professionnel des indépendants en Wallonie, suivi du commerce, puis de l'industrie et de l'artisanat. Je clique sur le bonhomme pour qu'on puisse remarquer que les secteurs d'activité ainsi que les métiers des femmes indépendantes diffèrent sensiblement de ceux des hommes indépendants. Les femmes indépendantes sont surreprésentées dans les professions libérales, dans les secteurs des services, ceux de la santé et de l'action sociale, ceux des arts et du spectacle, de l'enseignement ou encore de la communication et de l'information. À l'inverse, les secteurs de la construction ou encore de l'industrie sont davantage masculins. C'est un phénomène qui s'observe de manière similaire dans l'emploi salarié. Passons maintenant à la création d'activités. Selon les statistiques de Stadbel, le nombre de créations a presque atteint 25 000 unités en Wallonie en 2019, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à l'année 2016. Alors, même si le nombre total de créations a augmenté, les évolutions varient selon le secteur. Ceux de l'information et de la communication, des services administratifs ou encore de l'industrie manufacturière sont en hausse, alors que les activités financières et d'assurance sont en baisse, tout comme la santé et l'action sociale. Sans transition, nous allons évoquer les motivations et profils des candidats à l'entrepreneuriat. D'après une étude de l'UCM, près d'un quart des personnes exerçant une activité à titre principal exerçaient auparavant une activité à titre complémentaire, ce qui indique que l'activité complémentaire constitue un vrai levier pour le lancement. 23% des starters ayant créé une activité d'indépendant étaient demandeurs d'emploi. La majorité, soit 51% des créations d'activités, est réalisée par des salariés du secteur privé. 25% des lancements ont suivi un accompagnement préalable à la création d'activités et 20% a bénéficié d'une aide publique pour lancer son activité. Cette même étude fait apparaître que la volonté de concrétiser un projet professionnel constitue la première motivation des starters wallons. La recherche d'autonomie est également une motivation importante. La nécessité de créer son emploi est citée par un starter sur 4, et des meilleures perspectives financières seulement par un entrepreneur sur 5. Nous savons aussi que plus de 4 indépendants sur 10 sont âgés de 50 ans et plus. À l'opposé, la part des jeunes y est nettement moindre. Un indépendant sur 10 est âgé de moins de 30 ans. Petite parenthèse sur les genres. Les données INASTI consultées indiquent que le travail indépendant reste majoritairement masculin. 63,2% des indépendants sont des hommes et par conséquent, presque 37% des femmes. Depuis 10 ans, on observe une progression de 31% de femmes indépendantes, alors que le nombre d'hommes indépendants n'a augmenté que de 14%. Voyons à présent les freins et mesures qui visent à stimuler et soutenir l'entrepreneuriat. Je clique. Un cadre plus strict en matière de liquidation des entreprises et des règles portant sur des licenciements collectifs plus contraignantes que dans les pays voisins sont des aspects qui peuvent décourager le développement de nouveaux projets. Mais différentes mesures et réformes fédérales et régionales ont été instaurées. Elles améliorent l'accès à des financements adaptés, encouragent les embauches et favorisent une vision positive de l'entrepreneuriat. Certaines stimulent aussi les transitions entre l'inactivité et le statut d'indépendant. Vous en voyez ici quelques exemples. Cela nous amène aux collaborations entre le Forum et les différentes structures d'accompagnement. Entre 2017 et 2019, plus de 2300 personnes ont été orientées par le Forum vers ces structures et 1615 y ont bénéficié d'un accompagnement.
Le Forum est régulièrement amené à participer au comité d'accompagnement des porteurs de projets au sein de ces structures. Au travers des séances d'information collective et des entretiens individuels, les Carrefour Emploi Formation Orientation sensibilisent et informent sur la création d'activités et les aides publiques. Ils procèdent généralement à une première analyse du projet pour orienter les personnes vers les structures adéquates. Ces actions ont concerné plus de 11 000 personnes, toujours sur la même période. Un ensemble de prestations d'accompagnement à l'entrepreneuriat sont également organisées dans le cadre des appels à projets lancés par le Forum. C'est la mesure orientation indépendant. 174 personnes ont participé à ce type de prestations et ce n'est pas fini. Un dispositif d'accompagnement, d'information et d'orientation relatif à l'entrepreneuriat est aussi proposé dans le programme des cellules de reconversion collective organisées en collaboration avec le Forum. Dans ce cadre, un peu moins de 200 personnes ont été accompagnées à ce jour. Plus connu maintenant, le Forum intervient également pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur propre activité au travers du dispositif Airbag. Allons voir un peu plus. Son objectif est de soutenir par le biais d'un incitant financier la transition professionnelle vers le statut d'indépendant à titre principal. Cette aide s'adresse aux indépendants exerçant à titre complémentaire depuis au moins 3 ans qui souhaitent passer à titre principal, ainsi qu'aux personnes qui souhaitent prendre ce statut pour la première ou la seconde fois sous certaines conditions. Les bénéficiaires perçoivent un montant de 12 500 € libérés en 4 tranches dégressives sur un laps de temps de 2 ans. Depuis sa création en 2012, plus de 2 500 porteurs de projets ont pu en bénéficier. Cela concerne majoritairement des porteurs de projets sans emploi qui rentrent dans le dispositif via un accompagnement auprès d'une SAS. Le taux de pérennisation des activités ainsi lancées s'élève à 85%. C'est énorme. Ce sont des chiffres qui sont émis sur base des données établies entre 2012 et 2018. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste ici. À l'avenir, des collaborations pourraient se concrétiser ou se nouer avec des centres de compétences du Forum en matière de formation et les structures d'accompagnement. Pour terminer cette présentation, je vais faire un dernier point sur la situation sanitaire actuelle et ses effets sur la création d'activités. Les dernières données de Stadbel montrent un nombre important de nouvelles entreprises en Wallonie en juillet 2020, après 3 mois marqués par le confinement. Bien entendu, les effets de la crise varient selon les secteurs d'activité. Ainsi, ceux du commerce non alimentaire et de l'ORECA ont été durement affectés par les mesures de confinement, alors que d'autres secteurs ont dû s'adapter, comme la construction et la logistique, où ont connu une croissance de leurs activités, le secteur pharmaceutique et les soins de santé par exemple. La crise sanitaire a plus affecté l'emploi salarié que l'emploi indépendant au deuxième semestre 2020, comme on peut le voir ici. Nous savons que des mesures ont été décidées par l'État fédéral pour soutenir les indépendants durant la crise, comme la réduction des paiements anticipés, le report ou la dispense de paiement des cotisations sociales, ou encore l'obtention d'un revenu de remplacement en faveur des indépendants, le droit passerelle. En avril 2020, lors du pic de la première vague, 56% des indépendants ont bénéficié du droit passerelle. Cette proportion est redescendue à 12% en août 2020. La Wallonie a également accordé plusieurs indemnités financières aux indépendants et PME affectés par la crise. Ces mesures ont eu un effet positif sur la perception du risque lié au statut d'indépendant, qui s'observe dans une reprise du nombre de candidats indépendants depuis juin 2020, après une forte chute en avril et en mai. Les secteurs en croissance pour les indépendants à titre principal sont entre autres la consultance, le secteur de la construction et les professions libérales. En activité à titre complémentaire, la consultance se porte bien aussi. Veuillez noter, cela dit, que ces observations ne tiennent pas compte de la reprise de l'épidémie depuis le mois d'octobre. Cette présentation arrive maintenant à sa fin. Je vous invite à consulter via les liens suivants le site du Forum, la page Facebook ou la chaîne YouTube de celui-ci. Vous pouvez également m'adresser un email si vous le souhaitez. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente journée. Merci.
On te remercie aussi, Carole. Alors, on voit qu'il y a des questions dans le chat. Il y aura effectivement un replay des webinaires, donc des 4 webinaires économique, social, numérique, environnemental, qui sera disponible sur notre site starterwallonia.be. C'est l'occasion aussi de vous inviter à suivre la page Facebook et la page LinkedIn, Starter Wallonia, évidemment. Sans transition, nous allons maintenant donner la parole à des acteurs de terrain, plutôt des actrices, Marie Ledan pour Crédal et Delphine Stevens pour Step Entreprendre. Elles vont nous faire part de leur constat, de leur travail au quotidien. Merci beaucoup, Greg. Bonjour Delphine. Bonjour, je vais Bonjour, tâcher Marie. de partager mon écran. Le voici. Alors, donc, comme vous le disait Grégory, je vais vous parler avec Marie des spécificités qui font l'accompagnement qu'on propose au niveau des SAS. Et comme le titre l'indique, c'est vraiment un accompagnement qu'on souhaite être au service de la personne. Alors, en termes de spécificité de l'accompagnement, bon, vous l'avez compris, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de ce webinaire, les SAS vont d'abord s'adresser à un public cible bien spécifique qui sont a priori les demandeurs d'emploi, mais plus largement toutes les personnes qui vont être dans des situations de reconversion professionnelle, de réorientation professionnelle. Donc, on va avoir des porteurs de projets qui sont, par exemple, dans une situation de préavis, qui sont peut-être en incapacité de travail et qui n'envisagent pas un retour dans une activité de salarié, des personnes qui sont peut-être avec des contrats d'intérim qui se cumulent. Bref, la cible est plus large que simplement le statut de demandeur d'emploi. Et aussi, plus spécifiquement, ce sont des personnes qui vont avoir vraiment l'envie de retrouver du sens dans le travail, qui ont envie, qui ont une passion, qui ont un métier dans lequel elles ont développé de l'expertise et qui ont envie de pouvoir s'épanouir au travers de cette expertise qu'elles ont accumulée dans leur parcours professionnel. Alors, au-delà de ce public donc, de demandeurs d'emploi, on accompagne vraiment très largement des personnes qui sortent de l'école, comme des personnes qui arrivent vraiment en fin de carrière pour les dernières années avant d'arrêter de travailler. Mais statistiquement, on constate qu'on a un public qui va avoir généralement entre 30 et 50 ans. Et aussi, une autre particularité, c'est qu'on a un public qui va être plus ou moins à 60% composé d'entrepreneuses. Alors, on l'a aussi mentionné précédemment dans l'intervention du Forum. En fait, il y a encore des croyances par rapport à l'entrepreneuriat féminin. On croit que les femmes entreprennent moins que les hommes ou qu'elles vont avoir des statuts d'indépendants complémentaires ou de conjoints aidants. Mais en fait, les chiffres disent d'autres choses. Donc déjà, en 2018, il y avait plus d'1 million de femmes entrepreneuses et 65% d'entre elles avaient une activité à titre principal. Donc, voilà, il y a certaines croyances qu'on peut encore déconstruire. Et en termes de motivation, évidemment, il y a des motivations qui sont communes à tous les entrepreneurs, mais on va constater chez ces entrepreneuses qu'elles vont vraiment avoir le souci de contribuer au bien collectif, au bien commun, et aussi une envie d'autonomie et d'accomplissement professionnel. Alors, je retourne à mon public global, le public cible des SAS. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher finalement au niveau des SAS et qu'est-ce que nous, on peut leur offrir? Alors, la première chose qu'on constate chez les porteurs de projets que nous accompagnons, c'est vraiment le besoin de méthodologie. Donc, je vous l'ai dit au départ, les entrepreneurs qui viennent chez nous, les porteurs de projets, ils sont experts dans leur métier. Ils connaissent très bien leur activité, mais souvent, ils ne sont pas experts dans les matières financières, ils ne sont pas experts dans les matières juridiques, ils ne sont pas experts dans la commercialisation de leur expertise finalement. Et donc, nous, on est vraiment là pour les guider, leur apporter une méthodologie. Et l'illustration que vous avez à l'écran, elle présente vraiment ça. On les aide à gravir les marches pour passer chaque obstacle et passer à l'étape suivante. Donc, ils viennent vraiment chercher cette méthodologie. La deuxième chose qu'on va vraiment leur apporter au travers de l'accompagnement SAS, c'est, je vais plutôt parler de l'énergie du collectif, c'est une forme de confrontation de leurs idées. Alors, il y a la confrontation évidemment avec l'accompagnateur qui va challenger les hypothèses du porteur de projet, lui fixer des objectifs et donc l'amener à construire son projet. Mais il y a aussi la dynamique qu'on va créer avec les autres entrepreneurs, les autres porteurs de projets.
Donc, souvent, les personnes qu'on accompagne, elles sont heureuses de pouvoir partager leur expérience avec des personnes qui rencontrent finalement les mêmes challenges, les mêmes difficultés, et elles peuvent bénéficier des échanges qu'elles peuvent avoir avec les autres porteurs de projets. Finalement, la troisième grande caractéristique qu'on va rencontrer dans l'accompagnement des SAS, c'est vraiment une approche globale du projet et on parle souvent du couple porteur de projet et projet. C'est-à-dire que les SAS ne sont pas des machines à faire des business plans, on n'est pas des machines à faire des plans d'affaires et dire cette activité, elle est rentable ou elle ne l'est pas. Ce n'est pas du tout notre but. Le but, c'est vraiment que la personne qu'on accueille le premier jour dans la SAS, on veut s'assurer qu'elle va s'épanouir durablement sur le marché de l'emploi par la création de son activité. Et donc, on doit s'assurer par un ensemble d'étapes dans l'accompagnement qu'il y a une vraie adéquation entre ce projet économique et la personne que nous avons en face de nous et qu'on va accompagner. Marie va vous en parler de manière beaucoup plus complète et détaillée que moi, et je lui cède la parole directement. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Je ne suis pas certaine qu'on m'entend en fait, mais voilà, je vais commencer. Donc, entreprendre, ok, mais en fait, au final, qu'est-ce que ça apporte au porteur ou à la porteuse de projet ou à la société? C'est un peu une question qu'on peut se poser. Habituellement, en fait, on utilise des critères de performance économique pour répondre à cette question. Donc, on parle de chiffre d'affaires, de bénéfices, de durée de vie d'entreprise, de nombre d'employés, de taux de croissance, etc. Mais cette façon de faire, ça ne prend pas en compte des critères de réussite qui sont également très importants pour nos porteurs de projets, pour les entrepreneurs et pour beaucoup d'entrepreneuses aussi, qui sont des critères plus subjectifs. Des critères qui sont liés d'une part à la satisfaction dans sa vie personnelle. Est-ce que l'entreprise permet de monter en compétences? Est-ce que l'entreprise permet d'avoir une profession qui a du sens? Est-ce qu'on est reconnu par son entourage dans sa démarche entrepreneuriale? C'est aussi des facteurs qui sont liés à la satisfaction dans sa vie familiale. Est-ce que l'entreprise permet d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle? Et aussi des facteurs qui sont plus liés à la perception d'avoir une utilité sociale. C'est-à-dire que tiens, je vais apporter du bien-être à mes clients, je vais insuffler l'esprit d'entreprise aux plus jeunes, je vais être un exemple pour d'autres, je vais participer au développement économique de ma région, je vais créer des partenariats, etc. Donc, on voit que la réussite d'une entreprise, c'est quelque chose qui est multidimensionnel et que ça appartient, en fait, chaque entrepreneur, chaque entrepreneuse, c'est lui qui va définir ce que ça signifie réussir pour lui ou pour elle. Et étudier un projet sous ces 4 angles, c'est se donner les chances d'avoir un projet qui est aligné et donc d'avoir effectivement une entreprise performante et pérenne. Donc, c'est une démarche qui est assez caractéristique de l'entrepreneuriat des femmes. En tout cas, c'est ce qui est étudié dans différentes recherches universitaires récentes. Et nous, on peut aussi le constater sur le terrain. Mais ce n'est pas que pour les entrepreneuses, c'est aussi le cas de nombreux entrepreneurs. Et du coup, les SAS vont être attentives à accompagner les porteurs de projets à étudier leurs projets dans ces 4 dimensions. Et donc, concrètement, ça signifie qu'on va œuvrer à aider la personne à mener un projet ou à aboutir à des changements qu'elle va définir elle-même selon ses propres critères de réussite. Donc, on ne va jamais décider ou faire à la place d'eux, parce qu'alors on serait dans quelque chose qui serait d'avoir du pouvoir sur autrui et on ne serait pas du tout dans l'empowerment. Au contraire, on va aider la personne à renforcer son pouvoir d'agir pour mener à bien un projet professionnel qui compte pour elle. Et donc, quand on dit pouvoir d'agir, ça veut dire prendre des décisions, résoudre des problèmes, être créatif, fédérer, s'organiser, négocier, défendre un objectif commun, développer des solidarités, changer des choses dans sa vie, etc. C'est ça, pouvoir agir. Et pour pouvoir agir, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des compétences pratiques et intellectuelles, il faut avoir des moyens financiers et matériels à sa disposition. Il faut aussi avoir la volonté de faire des choix pour soi, pour sa communauté, être libre aussi de ses actes, être confiant en soi, être conscient de sa valeur. Et donc, on voit que ça se joue à un niveau individuel, mais également à un niveau social. Donc, ça va aussi dépendre du parcours de vie de la personne.
de la famille dans laquelle elle est née, des écoles qu'elle a fréquentées, de son parcours professionnel, est-ce qu'elle est insérée dans un réseau associatif, quels sont les médias qu'elle lit, etc., etc. Et donc, à ce niveau-là, on peut aussi constater qu'il y a un gap en défaveur des femmes, parce qu'effectivement, le type d'éducation, les charges domestiques et parentales qui sont encore fortes sur les épaules des femmes, le fait que dans leur vie professionnelle, elles ont accès à un moindre niveau de rémunération, à des possibilités de carrière moins riches, qu'elles ont moins accès aux sphères de décision, qu'elles sont moins visibles dans les médias, etc. Tout ça va jouer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas dans les mains de la personne qu'on accompagne, et que donc, les SAS, elles vont être attentives, du coup, à accueillir tous les projets dans une posture de non-jugement, avec une volonté de challenger chaque porteur pour l'amener le plus loin qu'il est possible. On va être attentif à mettre en avant tous les profils et tous les types de projets en montrant que tous ces profils et ces types de projets contribuent à la production de richesse et au bien commun. On sera attentif à déconstruire les stéréotypes, à transmettre les codes, les comportements, les compétences et les outils qui sont à utiliser selon les contextes. Donc, on sera très attentif à apprendre à négocier, à vendre son projet, à renforcer sa confiance en soi, à développer son réseau, etc. Donc, bien sûr, on vérifie la pertinence économique du projet. Donc, bien sûr, on va travailler sur est-ce que l'offre correspond à une demande, est-ce que le projet est bien positionné par rapport à la concurrence, est-ce qu'il y a des possibilités de financement, est-ce que le projet sera rentable. On va travailler sur la politique commerciale et de communication, etc. Mais en même temps, on vérifie quels sont les moteurs, les motivations, les enjeux personnels et familiaux du porteur, de la porteuse. On va vérifier aussi la manière dont l'entreprise va s'insérer dans le tissu social et environnemental. Donc, on est vraiment on pousse à passer à l'action au plus vite aussi. Donc, on va pousser le porteur, la porteuse de projet à confronter ses idées au marché, à chercher des partenaires, à éclaircir les enjeux pour lui et pour les siens, notamment tout ce qu'il y a à gagner et à perdre dans le fait d'entreprendre. Et cette façon de faire, c'est très important justement pour favoriser le développement de projets qui font sens pour les porteurs et qui leur permettent de dégager un revenu suffisant et finalement d'avoir des entreprises qui sont le plus pérennes possible, et on le voit dans les résultats des SAS à ce niveau-là. Et donc, je me dis qu'au niveau politique, finalement, favoriser un modèle économique plus holistique de l'entreprise, c'est justement miser sur des entreprises qui vont être contributrices de biens communs, qui vont créer des emplois locaux, qui vont se développer pas pour elles-mêmes, mais qui vont aussi être attentifs à ne pas développer des externalités négatives. Et dans un moment de crise comme celui qu'on connaît, eh bien, je pense qu'on doit tout faire pour soutenir ce type d'entreprise-là. Je te laisse le mot de la fin, Delphine. Merci Marie, je réactive mon micro. Oui, du coup, quand on parle de perspectives et d'enjeux pour l'accompagnement qui est proposé au niveau des SAS, bon, évidemment, vous vous doutez des enjeux, des perspectives, il y en a plein. Ici, on a voulu prioriser avec Marie la question, je vais l'appeler globalement de la résilience. Bon, vous savez, c'est sans doute un mot qui est un peu à la mode et galvaudé pour le moment, mais bon, aujourd'hui, on se voit en webinaire à distance parce qu'on est dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, et c'est clair que les porteurs de projets qui sont en accompagnement pour le moment, qui sont en test de leur activité dans les SAS, ils ont beaucoup d'inquiétudes, ils nous partagent beaucoup d'inquiétudes. Et parallèlement à ça, un peu paradoxalement, on a énormément de nouveaux porteurs de projets qui viennent frapper à la porte des SAS. Donc, des personnes qui se sont retrouvées en confinement en mars, avril, mai et qui se disent cet emploi, je n'y trouve plus de sens, j'ai envie de faire autre chose. Voilà, des personnes qui ont envie d'entreprendre. Et donc, la question, l'enjeu pour demain, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'outiller ces entrepreneurs pour faire face aux crises à venir. On nous annonce qu'il y aura d'autres crises sanitaires, on parle évidemment de la crise climatique, environnementale, mais comment est-ce qu'on peut
aider ces entrepreneurs à faire face à ces crises. Alors, on vous a mis une illustration du chêne et du roseau, donc ce n'est pas faire face avec un bras de fer pour s'opposer à la crise, c'est vraiment comment s'adapter au changement et plier face au vent comme le roseau. Et donc, pour ça, il y a certainement des compétences à acquérir. Donc déjà, se lancer comme entrepreneur, c'est acquérir plein de compétences, c'est déjà devenir un très beau couteau suisse. Mais si on veut pouvoir s'adapter au changement, c'est encore d'autres compétences à acquérir, non seulement pour l'entrepreneur, mais aussi pour les structures d'accompagnement. C'est peut-être faire évoluer aussi nos pratiques. Donc voilà, en résumé, l'enjeu pour demain, c'est un enjeu de résilience. C'est permettre à tous les entrepreneurs qui ont envie de donner du sens à leur travail en créant leur propre emploi de pouvoir le faire, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et donc en les outillant au mieux, en les sécurisant finalement dans leur parcours, et donc pour les préparer au mieux à ces enjeux qui sont changeants. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette partie liée aux spécificités de l'accompagnement. Merci pour votre écoute et nous répondrons avec grand plaisir aux questions-réponses tout à l'heure. Merci Delphine, merci Marie. Il y a d'ailleurs une question pour toi Marie dans le chat. Voilà. C'est aussi l'occasion de vous rappeler que vous trouvez les 12 structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi sur le site Starter Wallonia. Elles sont dispatchées sur tout le territoire wallon. N'hésitez pas à faire votre marché si vous avez un projet. Elles ont chacune leur positionnement, leur spécificité propre. Et d'ailleurs, Vanessa est passée par l'une d'entre elles pour lancer son salon de coiffure, Vanessa Hair Designer, à Porcheresse, en province du Luxembourg. Nous allons écouter son court récit. Il y a 5 ans, j'ai commencé avec l'aide de Challenge. J'ai quitté l'école en juin 2015 et quelques semaines après, j'avais mon premier rendez-vous au bureau de Challenge. Et ensuite, 2 mois plus tard, j'ai pu commencer le test grandeur nature grâce au conseil de Pauline. Donc, nous avons mis en place tout le système de publicité, tous les conseils, le suivi. Et voilà, 5 ans plus tard, j'ai ouvert mon propre salon. Donc, en fait, avant de commencer en couveuse entreprise, j'étais à l'école et je suis tout juste sortie de l'école. Je me suis rendue à la caisse d'assurance sociale pour me lancer en tant qu'indépendante. Et là, tout de suite, ils m'ont proposé l'aide d'une couveuse avant de franchir le grand pas. Et donc, voilà, j'ai fait la rencontre de Challenge. Je pensais me sentir prête. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que finalement, se lancer indépendant, c'est pas, on n'est pas indépendant, on apprend et on a des conseils tous les jours, même encore à l'heure actuelle, sur comment gérer son entreprise et comment la construire et qu'elle soit surtout durable. Ça m'a tout apporté parce que sans eux, je ne pense pas que mon entreprise serait toujours debout parce qu'on ne se rend pas compte de l'investissement, des charges, de tout ce qu'il y a derrière une entreprise. Et donc, humainement, ça m'a tout apporté, je pense. Oui, j'ai eu tout le soutien dont je pouvais rêver, tous les conseils. Ils m'ont vraiment aidé à construire, à me construire, en fait. Ils m'ont fait grandir et ils m'ont tout appris, je pense. Oui, j'ai complètement réalisé mon rêve. Donc, j'ai commencé mon salon dans un petit hall d'entrée tout minuscule. Et 5 ans plus tard, j'ai su faire construire ma maison. J'ai su faire construire mon propre salon à mon image, avec mon concept propre à moi. Et 5 ans après, je me sens complètement épanouie dans mon projet et j'espère pouvoir continuer à le faire grandir encore beaucoup d'années. Oui, souvent, j'en parle avec les clients et je leur conseille toujours déjà simplement de se renseigner par rapport au site internet et tout ça. Tous les projets ont le mérite de voir le jour. Maintenant, un projet, ça s'étudie, ça doit évoluer, se travailler et seul, c'est pas toujours facile. Et donc, moi, je conseille vraiment la couveuse entreprise, les yeux fermés. En fait, c'était vraiment
riche en conseils à chaque réunion parce que tous les mois, on avait un petit suivi, un petit check-up de tout. Et à chaque fois que je sortais de là, je ressortais boostée, motivée plus que jamais, avec encore plus d'ambition et encore plus l'envie de grandir et d'évoluer, en fait. Pris par le direct. Et voilà, ça fait plaisir à entendre un beau témoignage comme ça, surtout dans des temps si difficiles. Donc, merci à Vanessa qui a pris le temps de nous faire parvenir cela. J'invite David, qui a suivi le chat, les questions-réponses, à nous faire part des éventuelles questions qu'auraient nos intervenants, enfin nos participants au webinaire, pour nos intervenantes. Eh bien, est-ce qu'on m'entend ? On t'entend. Assez peu de questions en réalité. Des questions plutôt techniques, donc plutôt pour Delphine et Marie. Une question comme peut-on être accompagné une deuxième fois par une SAS ? Ok. Je pense que oui, si Marie et Delphine veulent confirmer, mais effectivement, on a des porteurs de projets qui viennent avec un projet, puis qui, plusieurs années après, reviennent avec un autre porteur de projet. Voilà, une autre question. Quelqu'un qui n'est pas allocataire du chômage, mais qui est inscrit, qui a un revenu d'intégration sociale du CPAS, qui demande est-ce que les services d'une SAS lui sont ouverts? Je peux peut-être répondre aux deux questions. Oui. Delphine, vous répondre ou Marie peut-être? Mais par rapport, vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc, par rapport à la question des accompagnements, donc on peut être accompagné 2 fois en SAS, mais il faut que le projet soit différent. Donc, on ne peut pas être accompagné pour une activité, je ne sais pas moi, de consultant RH dans une SAS pendant 24 mois et puis venir frapper à la porte d'une autre SAS ou de la même SAS d'ailleurs pour reprendre le même projet encore pour 24 mois. Par contre, si vous voulez être restaurateur et puis consultant RH, voilà, c'est des études distinctes de projets, c'est 2 projets très différents. Et donc ça, on peut proposer un accompagnement. Et donc, on ne l'a pas exprimé dans la présentation parce que le temps était compté, mais en termes de dispositif, donc on est dans un accompagnement qui va vraiment durer maximum 24 mois et qui va être vraiment guidé par une méthodologie. Donc, il y a un moment de diagnostic des besoins du porteur de projet, puis il y a toute une phase de réflexion, de construction du projet avec le porteur. Et puis, à l'issue de ça, le porteur a le choix de se lancer ou éventuellement passer par une phase de test où on va prêter le numéro de TVA de la structure et permettre à l'entrepreneur de travailler comme s'il était indépendant, de faire vraiment son métier. Et nous, en arrière-plan, on gère tout ce qui est comptabilité et gestion administrative. Donc ça, c'est pour le dispositif. Et alors, la seconde question en termes de public cible, donc on peut effectivement accompagner des personnes qui sont allocataires et qui ont un revenu d'insertion. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le public est très large. C'est juste qu'à ce moment-là, on doit se mettre en contact. C'est un nouveau partenaire, entre guillemets. Donc, avec le Forum, c'est facile parce qu'on se connaît. C'est un dispositif, voilà, on a l'habitude de travailler ensemble. Une fois que c'est avec le CPAS, il va falloir expliquer au CPAS la méthodologie, les enjeux, mais ça ne pose pas de souci. Et donc, c'est pareil quand on a des personnes qui sont éventuellement en incapacité de travail. On va devoir aussi se mettre en contact et clarifier les enjeux de l'accompagnement avec son contact à lui à la mutuelle. Merci Delphine. Voilà. D'autres questions, David? Simplement encore des questions techniques, des gens à qui une information a échappé et qui voudraient être rassurés sur le fait que ce webinaire sera bien disponible par la suite. Il sera bien disponible en replay comme les 3 autres webinaires sur le site starterwallonia.be. Donc, pas de souci. Je ne sais pas s'il sera en ligne à 13h, à 14h demain, mais voilà, ce sera en ligne. Dernière question, je pense, c'était quant aux initiales RCE, oui, sur le slide de Marie et Delphine. Est-ce qu'on peut poser des questions? On va d'abord entendre peut-être la réponse de Marie ou de Delphine par rapport à l'acronyme RCE.
Donc, le RCE, ça veut dire réussite de carrière entrepreneuriale. Et c'est en fait une notion qui a été développée par une professeure et chercheuse à l'université de Tours qui a fait une recherche, enfin, qui est spécialisée dans la recherche sur l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat des femmes. Voilà, donc c'est ça, RCE. Alors, merci Marie. Sybille, avant de donner la parole, moi j'ai une question pour toi. On mesure l'impact social. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact psychosocial? Comment pourrait-on le faire? Parce que finalement, c'est une question importante. Il y a aussi des effets sur la sécurité sociale. Bien sûr. Donc, vous m'entendez? On t'entend très Ok, bien. merci. Bien sûr, donc moi je ne suis pas spécialiste évidemment de cette question-là, mais j'ai déjà vu des études d'impact. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'objectiver au plus la situation de la personne qui rentre dans le dispositif. Donc, comment la personne se sent au moment où elle va entrer en contact avec la SAS, c'est quoi les indicateurs de son bien-être plutôt psychologique et évidemment de sa situation sociale. Et puis, on va voir la transformation que cette personne va vivre à travers la prise de contact, l'accompagnement, le test, tout ce qui a été cité par les intervenantes précédentes, qui fait partie évidemment de la mise en réseau et du fait qu'on n'est plus tout seul par rapport à son projet. Et comment est-ce qu'on se sent un an après, 18 mois après, peut-être 3 ans après quand on a créé son entreprise. Et on voit que les indicateurs psychologiques sont des indicateurs qui vont évidemment évoluer et le plus souvent dans le bon sens. Donc il va y avoir des aspects de meilleure confiance en soi, des aspects de meilleure capacité à décider de sa vie. Donc ces éléments-là sont capturés par des indicateurs, mais ça c'est plutôt les psychologues, évidemment, les psychologues sociaux qui peuvent élaborer ces indicateurs, mais bien sûr, et donc moi je pense que les SAS faisant un travail formidable, mais sans doute avec des catégories de personnes, il y a sans doute moyen de mettre au point des indicateurs qui permettraient de suivre l'évolution du bien-être des personnes, tout à fait. Je te remercie. Alors, tu avais une question. On va la prendre comme dernière question car on arrive à l'heure de fin de notre webinaire et on va devoir rendre la parole à Olivier Coll. Et donc, on écoute ta question. Oui, moi, je trouve que vu l'impact positif des SAS, je me demande comment est-ce qu'on peut l'augmenter et en particulier, comment est-ce qu'on peut renforcer la connaissance du dispositif auprès des différents porteurs potentiels de projets. Et moi, je pense en particulier aux gens qui sortent des études, que ce soit des études professionnelles, techniques, voire même dans le supérieur. Je pense que c'est une chance inespérée de pouvoir rencontrer ce genre de dispositif, mais je ne suis pas sûre qu'il est vraiment connu. Donc, j'aimerais savoir c'est quoi les techniques qui sont utilisées pour aller à la rencontre des porteurs de projets. Une campagne de communication Starter Wallonia à venir. Mais peut-être que Marie et Delphine peuvent répondre à ta question. Un avis, Marie ou Delphine? La communication des SAS, elle est assez multicanaux. Donc, toutes les SAS ont un site internet, elles ont des pages sur les réseaux sociaux. D'une part, il y a une communication aussi via le forum et tous les organismes qui travaillent avec les demandeurs d'emploi. Et puis, les SAS aussi ont des partenariats en particulier, développent des partenariats sur leur région et notamment aussi, du coup, avec les écoles, même si le public cible n'est pas nécessairement un public d'étudiants, c'est un public d'abord de demandeurs d'emploi ou de personnes qui sont en réorientation sur le marché du travail. Et je pense aussi qu'il y a le fait que les SAS existent depuis longtemps et qu'elles ont un bon résultat fait qu'aussi il y a un bouche à oreille et que les porteurs entrepreneurs sont des bons ambassadeurs et parlent aussi des services dont ils ont bénéficié à d'autres. Donc, c'est les trois gros canaux dans la communication des SAS, je pense. Delphine, tu veux peut-être compléter ? Peut-être une question qui fait le lien. Il y a un statut d'étudiant entrepreneur avec des incubateurs comme le Venture Lab à Liège. Comment ce lien est-il fait, par exemple, chez Step Entreprendre, Delphine? Comment le lien est fait? Disons que l'émission des incubateurs étudiants, c'est d'accompagner des étudiants qui sont encore aux études ou qui viennent d'en sortir et qui souhaitent entreprendre. Et donc, nous, on vient vraiment, on essaye de créer
des collaborations pour être complémentaires en fait. Donc l'étudiant, même s'il vient de sortir et qu'il est éventuellement demandeur d'emploi, il va pouvoir bénéficier d'un accompagnement en SAS. Et en fait, on va venir ajouter le complément qui est utile et qui n'est pas un doublon de ce qui va être proposé dans l'incubateur étudiant du Venture Lab. Donc voilà, pour certaines personnes, on va proposer uniquement du test. Pour d'autres, ça va être aussi les sessions de formation. Enfin, on essaye de fonctionner intelligemment au bénéfice du porteur de projet, évidemment. Maintenant, en termes de communication, c'est clair qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui, chaque SAS, d'aller dans les écoles qui proposent une 7e professionnelle, etc. Certaines essayent de le faire vraiment avec les écoles qui sont autour de leur structure, mais ça nécessite beaucoup de temps. Et je pense qu'on a tous, au niveau des SAS, beaucoup d'espoir. Tu parlais tout à l'heure, Grégory, de Starter Wallonia, cette coupole pour lui donner une visibilité et vraiment un impact plus fort. Je pense que du coup, le forum pourra communiquer avec Starter Wallonia. Je pense qu'il y a les cités des métiers qui aussi sont là pour relayer et du coup informer les personnes sur les dispositifs qui existent. Donc, moi, voilà, je pense, comme tous mes collègues, j'ai beaucoup d'espoir avec Starter Wallonia pour faire connaître les services qu'on propose aux futurs entrepreneurs. Merci Delphine. Ben voilà, on arrive à la fin de ce webinaire social, donc je remercie tout le monde. Je vous remercie Sybille, Delphine, Marie, Carole et Vanessa qui sont aussi intervenus par vidéo interposée. Je remercie aussi l'équipe technique tant que j'y suis. Et donc, si vous avez un projet, n'hésitez vraiment pas à vous rendre sur le site starterwallonia.be et à contacter une SAS près de chez vous qui répondra à vos questions. N'hésitez pas à suivre la page Facebook et LinkedIn de Starter Wallonia. Quant à moi, je vais rendre la parole à Olivier Coll pour un moment qu'on attend toutes et tous, qui est la remise du prix Entrepreneur Starter Wallonia. Voilà, je vous remercie. À bientôt.